presqu'île de Crozon. La base aéronavale de Lanvéoc est en alerte. Réveillé dans la nuit, le commandant Berthelot a quelques minutes pour se préparer. L'hélicoptère est déjà sorti? L'hélicoptère est dehors là, ouais, il est prêt là. Voilà. Décollage de la première alerte, déclaré. C'est parti. Ce matin, un cargo de 71 mètres de long battant pavillon moldave est en détresse au large des côtes bretonnes. Il faut agir vite. Charlie 2, ok, j'ai bien décollé, passé 05. La mission de ces hélicos de la Marine nationale, porter secours aux membres de l'équipage. En vol, le commandant Berthelot reçoit ses instructions. Vous vous préparez à évacuer le personnel à bord du bateau. Il y aurait 8 personnes à bord. 8 personnes à secourir. Mais l'opération va s'avérer beaucoup plus compliquée que prévu. Car sur zone, les conditions se dégradent. La mer est déchaînée, avec des creux de 8 mètres. Plus on va au sud, le vent ne cesse de forcer. Quoi. Donc ça fait une centaine de kilomètres heure de vent sur zone. On doit trouver des gens, ce ne sera pas évident. Après quelques minutes de vol, le cargo en détresse est en vue. Ouverture de porte. Ouvert, verrouillé. La situation est critique. À bord du cargo, plus rien ne fonctionne. Ni le moteur, ni l'électricité. Putain de bordel, en fait il avait plein de trucs décrochés à l'air. Sur le pont, une bétonnière menace de tomber à l'eau à tout moment. Mais plus inquiétant encore, le cargo dérive dangereusement. Poussé par le vent, il est tout juste à 10 km des côtes. S'il s'échoue, la vie des 8 membres de l'équipage est en danger. Cet hiver, la Bretagne subit des intempéries d'une violence inégalée. Depuis le début du mois, 6 tempêtes ont frappé la région, dont Ula avant-hier. Là, il y a la casse. Des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité, 1600 km de côtes battus par d'incessantes rafales. Et dans les terres, des inondations à répétition. Les habitants sont assiégés par les eaux. Bon, on commence à en avoir marre. Moi, comme je dis, il y a eu ça d'eau encore aujourd'hui. En mer, le danger est permanent. Les équipes de secours sont en alerte, 24 heures sur 24. Voici le récit d'une semaine en pleine tempête, dans une région à bout de souffle. Quimperlé, dans le sud du Finistère, au matin du 7 février. La Laïta, la rivière qui traverse cette petite ville de 12 000 habitants, est encore une fois sortie de son lit. Une centaine de maisons a été envahie par les eaux, piégeant bon nombre d'habitants. Ce matin, nous suivons une équipe de pompiers. Leur priorité, évacuer le maximum de riverains. Ah la vache, c'était dur. La nuit a été bonne? Courte. 15h du matin réveillé, je vais coucher à 7h. Ce soir, une nouvelle crue est prévue, mais impossible de savoir à quel niveau. Les pompiers incitent les riverains à partir. Sinon, ils risquent de se retrouver complètement isolés. On va le voir. Donc, Ça risque de durer la situation? Voire 2-3 jours. 2-3 jours. Donc, est-ce que vous avez de la famille, quelqu'un qui pourrait vous reloger éventuellement? Parce que rester là... Ouais, oui. Georges vit dans 15 cm d'eau et subit les crues depuis plus d'un mois et demi. Alors vous êtes obligé de quitter les lieux? Là, ça fait la 3e fois, donc se débrouiller avec la famille. c'est bien lassant. Il y a des salles partout, les frigos, tout ça c'est mort, il n'y a plus rien. On vous aide à évacuer maintenant du coup? Non, pas tout de suite, non, parce que j'ai des choses à préparer. Bon, on va faire les maisons attenantes et puis on revient vous voir. Ok. Après avoir fait son sac, Georges est prêt à partir. Bon, à l'année prochaine, hein, oui. Il trouvera refuge chez sa mère.
Mais les pompiers n'ont pas toujours le dernier mot. Alphonse a 85 ans. Des inondations, il en a vécu des dizaines. Pour lui, pas question de partir. N'hésitez pas à appeler si jamais les temps Il doit rester là, il ne va pas bouger. Donc, il a pour 3 jours de nourriture. S'il faut le ramener, on fera le nécessaire. Les pompiers quadrillent le quartier pour être sûrs de n'oublier personne derrière eux. Dans l'après-midi, la Laïta commence à redescendre. Alphonse attend son ravitaillement. T'as mis des potes? C'est sa fille qui lui apporte à manger. Vous faites la livraison? Oui, à domicile. Voilà. Merci. Allez, zou. Il y en a pour 3 jours. Bon, c'est bon, je reviendrai dans 3 jours. Et tu veux rester là? Tu veux pas partir? Grand-père. Je suis bien là. C'est bien alors. On a raconté. Au revoir mon petit père. Bisous. Oui, ça vous fait du chagrin. Ah oui. Ouais. Pourquoi exactement? Parce que de le laisser tout seul et comme il veut pas partir, je sais pas. Mais je comprends aussi à son âge, il a ses habitudes. Mais c'est angoissant quand même. Hein. Au revoir. L'eau descend à Quimperlé. Mais à 35 km de là, elle monte et menace l'Aucrist. Pour la première fois cet hiver, la petite ville de 6000 habitants affronte les inondations. Dans la salle communale, les agents de la mairie cherchent des solutions d'hébergement pour les habitants qui ne veulent pas rester chez eux. Vous êtes chez votre sœur, vous réfléchissez, et comme vous venez manger ici ce soir, on voit ça tranquillement. Hein? D'accord? C'est sûr qu'on est entouré d'eau, nous, alors ça fait peur, hein, parce que... mais ça fait peur, voilà. Puis on n'a plus d'électricité ni de gaz. Mais quelques irréductibles ne veulent pas abandonner leur maison. C'est le cas de Jean-Pascal. Par peur des cambriolages, mais aussi parce qu'il pense pouvoir se débrouiller seul. Avec sa femme, ce soir, il va vivre sa première inondation. Vous êtes les seuls à rester là dans le coin, là, à peu près là? Je crois pour le moment, ouais. Personne, tout le monde va évacuer. On est trois couples à rester en fin de compte. S'il prend le risque de rester, c'est aussi parce qu'il a récupéré cette pompe hydraulique. Elle permet de limiter la montée de l'eau à l'intérieur de la maison. Il faut veiller à ce qu'elle ne tombe pas en panne. Jean-Pascal a surélevé tous ses meubles en espérant les garder au sec. Et comme il est électricien, il s'est bricolé lui-même un système ingénieux. Tout est branché à l'étage. Du coup, il peut avoir de la lumière au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, où la pompe fait son effet. Vous voyez bien la différence, on réussit à avoir de l'eau sur le fond des bottes par rapport à l'autre côté où en extérieur, on est à quand même 60 cm extérieur. Donc la petite pompe nous permet quand même de sauver une partie de la maison, une partie du mobilier, éviter de faire des frais pour les assurances ici. En fin de journée, il va jeter un œil à l'extérieur de la maison. Vous venez surveiller l'eau? Attention, il n'y a plus rien à surveiller, mais non. Il faut constater la catastrophe. Ça se dit. Le pic de la crue est attendu d'ici 4 heures. On sera un peu seul en ce moment. Comment? On sera un peu seul en ce moment. L'eau envahit les jardins et les maisons, dans le quartier désormais quasiment désert. Florence et Marine, leur fille aînée, partent dîner dans la salle communale et laissent Jean-Pascal. Seul dans la maison, les pieds dans l'eau, il se demande s'il a fait le bon choix.
Là, on est en train de contenir, on contient, mais on ne va pas contenir toute la nuit. Donc, là, il faut que la décrue arrive. Que l'eau est vraiment fraîche quand même. C'est vrai que la température de l'eau, comme tout, elle descend un peu, elle fait chuter aussi le moral autant que la température est basse. Les pieds dans l'eau toute la journée, c'est lassant. Très lassant. Dès que la pompe se met à tousser, il se précipite dans le garage. On va remettre le carburant. Ah oui, c'est trop bon. Ça va remonter trop vite. Alors Ça monte. 2,16 m, 2 cm par demi-heure. Pour Jean-Pascal, c'est une longue nuit de veille qui commence. Pendant que dans les terres, les habitants affrontent les crues, au large, les marins, eux, redoutent les tempêtes. Le seul navire qui n'a pas peur du vent, c'est l'Abeille Bourbon. Dans l'ouest de la France, ce remorqueur de haute mer est le seul à pouvoir porter secours aux bateaux en difficulté. Nous avons obtenu l'autorisation exceptionnelle de monter à bord. L'Abeille est en état de préalerte. C'est la 21e fois depuis début janvier. L'équipage fait route vers l'île d'Ouessant. C'est le second, Damien Labbé, qui est à la manœuvre. Abeille Bourbon 2, Saint-Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, l'Abeille Bourbon. Là, je passe sud de la bouée Charles-Martel. Je vais m'engager dans le chenal du Four et le chenal de la Helle. Transit vers Ouessant, la baie du Styx. Si l'Abeille va stationner sur l'île d'Ouessant, c'est pour être plus proche des accidents qui pourraient survenir. Le but, c'est d'éviter donc que des avaries sur des navires dégénèrent en catastrophe maritime, donc essentiellement des remorquages. À Ouessant, ce jour-là, de violentes rafales balaient la côte. L'équipage sort à l'arrière pour amarrer le bateau à une bouée au large de l'île. Malgré l'expérience des marins, cette manœuvre banale peut s'avérer périlleuse. Les risques, c'est d'être blessé avec un paquet de mer. Il y a les fils d'acier aussi. C'est du gros matériel. Bon, si ça casse, bon, là, c'est dangereux, quoi. D'accord. Mais le risque, c'est quoi? On peut perdre une jambe? C'est quoi le truc Une jambe, ouais. Et la vie aussi. On peut être écrasé, on peut... Bon, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, quoi. Fin de la manœuvre. L'Abeille est amarrée. Le soir venu, Damien reçoit un appel du Centre régional de surveillance et de sauvetage, le CROSS. Du Cross Corsen 68, me recevez-vous parler? Oui, Abeille Bourbon, oui, Cross-Code, Abeille Bourbon, vous me recevez? Ouais, vous recevez Fort Éclair. Je vous appelais, est-ce que vous pouvez me donner les conditions météorologiques que vous avez au mouillage, parlez? 30 nœuds à peu près, avec des rafales à 35. Sud-ouest, 30 nœuds, rafale à 35 actuellement. Du Cross Corsen, tout bien pris, merci pour la météo, et terminé. Le CROSS, c'est une sorte de tour de contrôle situé près de Brest, qui surveille le rail d'Ouessant. Sur ces écrans, les agents voient passer 150 navires tous les jours, pas moins d'un quart de la navigation mondiale. Ils peuvent les contacter par liaison radio. Last question, do you have any problem or defect on board, over? Only with weather, monsieur. But thanks God is with us. C'est aussi le CROSS qui reçoit les appels des navires en détresse. Généralement, c'est des petits cargos, quoi. C'est 80-90 mètres, quoi. Donc 88 mètres, 92 mètres, on voit bien que ceux-là, ils avancent pas vite. Ça arrive parfois qu'ils reculent dans le rail. Ils sont presque à reculons d'un nœud parce qu'ils arrivent plus à étaler à ce niveau-là, quoi. Ce qui inquiète les agents du CROSS ce jour-là, c'est cette nouvelle dépression qui s'approche des côtes, la 5e depuis le début du mois de février. Une succession de tempêtes exceptionnelles,
Jamais vu depuis 50 ans. On voit qu'ici, dans la zone rouge, on a des vents d'une vitesse d'à peu près 120 km/h. On est là au large de l'Irlande et c'est une dépression qui va passer dans la nuit sur nos côtes et sur le nord de la France. Donc, une tempête qui va rendre la navigation maritime très dangereuse. C'est ainsi que le cargo moldave va se retrouver en difficulté. L'Abeille Bourbon ne va pas tarder à entrer en action. La mer déchaînée met en danger la vie des hommes. Elle peut aussi les priver de leur seule source de revenus. Pour les pêcheurs de Plouescat, c'est une catastrophe économique. Philippe Bescon est un des rares à partir en pêche, même par gros temps. Avant de décider s'il va sortir le lendemain, il vient humer l'air du large. Bon, c'est pas terrible, mais... C'est pas terrible, mais il y a moyen. Son bateau, ma gondole, est au mouillage. Au large, la houle est bien formée et la météo annonce des creux de 5 mètres. C'est le seul qu'il y a dans le port. Et pourquoi il est le seul dans le port? Les autres sont pas sortis à cause du mauvais temps, à cause de la météo qui n'est pas bonne du tout. Pourquoi ils sortent pas et vous sortez? On a fait 10 jours de mer en 2 mois, là, donc on commence à s'ennuyer à la maison. Ce n'est pas que l'ennui. Financièrement, Philippe est au pied du mur. Il a perdu de 50 à 70% de son chiffre d'affaires. Alors il prend des risques. Mais cela ne plaît pas trop à sa femme, Valérie. Vous n'avez pas peur pour lui parfois? Si. Quand c'est le seul à partir et que tous les autres bateaux sont... C'est énorme, c'est énorme. En ce moment, avec le mauvais temps qu'il y a, on voit le bateau, il y a des 10 mètres de houle. Et puis, il faut bien dire ça, quand il y a des vagues de 10 mètres et on sait que le bateau il est dedans, une mauvaise manœuvre, un mauvais calcul, comment prendre les vagues, le bateau il ramasse une grosse vague et puis c'est fini. Et puis voilà, mais c'est vrai que Philippe c'est un des meilleurs pêcheurs, tout le monde le sait. Il est droit dans ses bottes, il revient toujours. Pour l'instant, il est toujours... Mais la crainte est là. 6 heures du matin, Philippe et ses 2 hommes d'équipage embarquent pour une demi-journée de pêche. À la maison, Valérie ne s'est pas rendormie. On verra bien. Je t'appellerai. C'était qui? Ma femme, elle demandait comment était le temps. Non, mais là, il fait beau, là. Elle vous appelle à chaque fois que vous partez en mer? Non. Des fois, quand il fait mauvais. Parce qu'elle est un peu inquiète, des fois. Ouais. Normal, non? Bah, ouais. Le jour se lève et la mer forcit. Peu de prise dans les petits filets de surface. À cause de la tempête, l'équipage a raté la saison du bar. Philippe? Ça y est, celui-là, il est fini? Ouais. Et combien de poissons, alors? Ouais, c'est nul. C'est nul? Ouais, nul. Chier. Hein? Nul. 0. C'est plus l'époque. On est trop tard. D'habitude, on met ça au mois d'octobre, novembre. Pourquoi vous le faites quand même? Parce qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas autre chose à faire. Si on ne fait pas ces filets-là, on reste à la maison. Par mauvais temps, pas moyen non plus de pêcher les espèces de fond comme la lotte, la plus rentable. Car les filets risquent de se déchirer avec la houle. Du coup, il faut aller plus loin. Je pense que celle-ci sera mieux. Affronter les vagues. Pour ce 2e filet, plus rempli. Ça, c'est quoi? Un lieu. Bilan plutôt maigre pour cette sortie. Pour couvrir ses frais, Philippe devrait pêcher au moins 150 kg de poissons. Aujourd'hui, il lui en manque 50. C'est mieux que rien, quoi. Alors, 100 kg de poisson, peut-être. Ça rentre 30. De retour à terre, direction la criée de Roscoff. En temps normal, une vingtaine de tonnes de poissons sont traitées ici quotidiennement. Pas beaucoup de livraisons, là, hein? À peine une tonne aujourd'hui. Hein? Vu la météo? Il n'y en a pas beaucoup qui sortent comme Philippe? Aujourd'hui, c'est le seul, avec l'Antescos, qui livre des araignées. C'est tout. C'est des courageux ou quoi? Ouais, téméraires.
82. Encore une journée à perte pour Philippe. Si les tempêtes continuent de se succéder, il n'y aura bientôt plus de poissons du tout à Roscoff. Dans le port, la plupart de ces bateaux ne sont pas sortis depuis 1 mois et demi. La situation est encore plus critique pour les simples matelots. Ils ne sont payés que s'ils pêchent. C'est le cas de Philippe Cornec. Depuis 2 mois, il ronge son frein chez lui. Plus de salaire, il a fallu faire des sacrifices, y compris sur la nourriture. C'est bon, mon plein. C'est juste des coquillettes. Des plats qui calent bien pour tenir après le lendemain, quoi. Bah, c'est tous les repas les moins chers aussi, quoi. On peut pas se permettre non plus d'acheter une côte de bœuf tous les jours. Hein. Ouais, on fait comme on peut. Tu dors chez mamie ce soir? Oui. Ouais. Et puis elle va manger son plat préféré, les pâtes avec du jambon. Moi et ma femme, on mange un repas par jour, et puis on ne laisse pas les petits à la cantine ni garderie. On fait en sorte que les enfants, eux, ils aient à manger le midi, le soir, quoi, et au petit déjeuner. Et puis après, nous, on passe après, quoi. Quand c'est comme ça, on se demande, voilà, quoi, c'est quoi l'avenir après, quoi, parce que sur une là, on va pas, je vais pas pouvoir continuer un mois et demi de plus, ni un mois de plus, comme ça, quoi. Les tempêtes bouleversent aussi la vie des familles bretonnes, pourtant bien habituées au mauvais temps. Retour à Quimperlé. Le lendemain de l'inondation, nous rencontrons Nicolas. Il vit sa 5e crue en 1 mois et demi et ne peut plus habiter chez lui. Il profite d'une accalmie pour venir constater les dégâts. Hier, on est obligé de partir par une fenêtre au-dessus. Donc là, moi, je pourrais pas rentrer, mais vous voyez, il y a encore 20 cm dedans. Et puis tout est en vrac dans la cour, dans le jardin. Si vous voyez la tache marron, là, ça fait un trait de niveau. Et l'eau était jusque là. Donc oui. Ça correspond à... ouais, c'est à peu près ici, quoi. L'eau est montée jusqu'à 1,60 m. Quant à son jardin, il est aussi en piteux état. Oh là 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 là. Nicolas tente de faire bonne figure. Même la Dedoche, elle a eu le droit. Ah non. Donc ça, c'est le jardin. Ça, c'est le jardin. C'est surtout là, le jardin. C'est la piscine d'hiver, quoi. Donc si quelqu'un est intéressé, qu'il aime bien prendre des bains dans l'eau froide, moi, je vends une maison avec piscine d'hiver, au moins 1 an sur 2. Et là, c'est pareil, toute la cour était rangée. Et c'est reparti, c'est un tour. Divorcé et sans emploi, Nicolas n'a aujourd'hui plus de maison. Ça sert même plus à rien de ranger parce que demain je reviendrai, ce sera pareil. Demain, ça reviendra de la même façon. Électroménager, meubles, outils, Nicolas a presque tout perdu. Alors, chaque inondation apporte son lot d'angoisse. Une situation devenue insupportable pour lui. C'est 1 mois et demi où on n'est pas à l'aise. Ça tire dans le stress. Hein, donc on ne peut plus rien gérer. Et c'est pas pendant que ça arrive, parce que pendant que ça arrive, on vit la chose, on dramatise pas. Par contre, le lendemain matin, là, ce matin, ça le fait pas. Enfin, heureusement déjà que ça a baissé. Si ça n'avait pas baissé, je pense que je serais encore plus démoralisé. Mais là, c'est vrai que c'est une fatigue nerveuse et c'est difficile à retenir. Nous accompagnons Nicolas rendre visite à sa mère. En chemin, nous découvrons 2 maisons qui se sont écroulées à cause des crues ces dernières semaines. Le quartier est situé en zone inondable. Alors par ici, là on rentre chez maman. La maison de la mère de Nicolas menace elle aussi de s'effondrer. Mais c'est ici, la fenêtre est encore bloquée aussi, Pierre, il devait me la... Tu vois? Mais ici, il y a encore des fêlures, tout est pété là. Voilà, sur tous les bordures de fenêtres. Dedans, dehors, hein. De haut en bas, dedans, dehors.
Tout est pété. Et ça aussi. Malgré le danger, sa mère refuse de quitter sa maison. Nicolas, lui, a peur de rester. Je ne peux pas dormir là, c'est l'endroit où ça risque de se casser la figure. Donc on peut même plus se dépanner les uns et les autres pour s'héberger, parce que là, nous, on vit une angoisse vraiment très très forte, vraiment très forte. Hein. Du coup, Nicolas a trouvé un hébergement d'urgence. Il est logé chez Emmaüs, qui lui prête un mobil-home. C'est mon nouveau chez moi. Ah, c'est confort, hein. Il y a tout. Mais c'est très pratique, les mobil-homes. Très pratique. Bon, c'est pas le top luxe, mais enfin bon, chez moi, c'est pas le top luxe non plus. Et puis, au moins, je suis au chaud. Et là, je vois pas l'eau. Nicolas logera ici jusqu'à la fin des intempéries. Retour au large, près de Belle-Île-en-Mer. Le cargo moldave n'est plus qu'à 5 km des côtes. L'Abeille, notre remorqueur, a été dépêché sur zone. La priorité, empêcher le cargo de s'échouer sur le littoral. Côté bâbord, une bétonnière en très mauvais état. Là, ça va être chaud. Pour suivre cette opération, nous avons équipé Damien, le second du capitaine, d'une caméra. Il est où ici? On se prépare à renvoyer la même chose. La même chose. La première tentative de remorquage a échoué. Sur le cargo vétuste, la bite d'amarrage n'a pas résisté à la traction. C'est la bite qui s'est arrachée. C'est la bite qui s'est arrachée. C'est pas bon ça. Sur le pont, c'est l'effervescence. On récupère le câble d'amarrage pour une nouvelle tentative. Il faut raccrocher le navire d'urgence. On est obligé de tenter le coup. Hein. Qu'est-ce que je vais faire autrement? Chaque minute qui passe le rapproche dangereusement des côtes. Les conditions météo empirent. Je les ai pas vus les fusils. Hein? Ils sont où les fusils? Voilà, c'est pareil là, dans le fusil. À l'aide d'un fusil, on essaye de nouveau de faire parvenir le câble d'amarrage sur le cargo moldave, le Just Mariam. Le tir est lancé, mais c'est à côté. Pas facile de viser dans ces conditions. Il faut vite chercher une nouvelle recharge. Cette fois-ci, Damien prend les choses en main. Il vise, tire et fait mouche. Le câble est passé. Le remorquage peut reprendre. Mais le cargo n'est pas tiré d'affaire pour autant. À tout instant, la deuxième bite d'amarrage du navire moldave peut céder. Il va falloir la consolider. C'est la mission du commandant Berthelot. En soutien dans les airs, il a reçu l'ordre de récupérer des renforts et du matériel à Brest. On est posé sur la DZ place navale. On charge le personnel EEI. EEI, c'est une équipe d'évaluation et d'intervention. Elle est composée d'un officier et d'experts maritimes. Ils embarquent à bord une amarre de secours. Monsieur Charlie Alpha, directive numéro 4. La remorque ne tient pas. Descendre l'équipe EEI sur le bateau. Eh bien pris, on est ouest Quimper en ralliement vers la zone. Si l'ordre lui est donné, l'équipe d'intervention devra sécuriser l'amarre sur le Just Mariam. Abeille et Cross Etel de Rescue, Charlie Alpha en vue des deux bâtiments. Mise en cercle pour évaluation de la situation. Effectivement, il roule sur la gauche. La houle est de 8 mètres. Les vents sont violents. Problème supplémentaire, le cargo est surchargé. Il n'y a pas de place pour l'élitreillage. Seule option, cette petite passerelle de 2 mètres de large. Bon, après Mointroyer, je pense que c'est possible, tu vois, sur le petit aileron où il est dessus où le bec, là, tu vois. Ouais. Alors il y a des câbles sur l'arrière, il faudra faire sur les côtés. Ouais, on est d'accord. Mais avant d'agir, l'équipe doit respecter la procédure.
C'est au commandement opérationnel de donner le feu vert. La mission est dangereuse, pas question de mettre en péril la vie de l'équipe d'intervention. Le treuillage de l'EI à bord se fera uniquement sur ordre de l'amiral. Uniquement sur ordre de l'amiral. Ok, pour Nico, on se tiendra pareil à prendre des photos. Ouais, ça marche. Alors, pour permettre d'évaluer les risques, les sauveteurs prennent des photos du cargo sous tous les angles. Les clichés seront envoyés aux autorités maritimes. Je vais me poser de toute façon parce que ça sert à rien de rester en l'air. Ok. En attendant la décision, il faut économiser le carburant. L'hélicoptère doit se poser rapidement sur Belle-Île-en-Mer. Une manœuvre délicate, car les sols sont accidentés et gorgés d'eau. Prochain des côtés, ça va être turbulent. Ouais, aussi, avant de 6 mètres, 5 mètres. Avec la parcours, on peut commencer à descendre. En avant de 3 mètres. Ouais, c'est bon, le pas est en bas. Ok, reçu. Le commandant Berthelot le sait. L'intervention s'annonce longue et périlleuse. À l'eau Christ, c'est le matin. Le niveau de l'eau est redescendu. Les rues sont de nouveau praticables. Retour chez Jean-Pascal, qui a passé la nuit les pieds dans l'eau. Florence, sa femme, ramène la plus petite de leurs 2 filles qui a dormi chez son oncle. Elle découvre l'étendue des dégâts dans son quartier. Jean-Pascal est un peu moins angoissé que la veille. J'ai vu les pompiers là-bas tout à l'heure. Donc ils vont revenir, ils sont, tous ceux de la SAR sont là pour donner un coup de main. Oui, je sais. Je sais comment pour aller à la maison. Tu passes par là maintenant. Passe par ici. Enfin, vous pouvez rentrer normalement. Enfin. Ouais. Bah, elle va décorer sa maison. Est-ce qu'il en reste? Choquée. Ouais. Beaucoup trop d'eau. À l'intérieur, la pompe a permis de limiter les dégâts. La stratégie de Jean-Pascal a payé. Quoi? C'est pas trop dramatique. On va tout nettoyer. Ça va être tout propre après. Ici, on va nettoyer, on va laver, on va pas enlever les cochonneries. Même si toute la famille est un peu choquée, pour une première inondation, Jean-Pascal s'en tire plutôt bien. Reste à effacer les traces du passage de la crue. La première crue depuis que j'ai acheté ici, mais après c'est... On savait qu'on avait des risques. Mais comme tout le monde, bah, on a tenté. On n'a pas trop perdu, donc ça va. Tout le monde est vivant, c'est déjà pas mal. Son voisin, Hervé, un boulanger, n'a pas été aussi prévoyant. Il a pris le risque de quitter sa maison et sa boutique pendant la nuit. C'est bon pour vous de ce côté-là? L'intérieur, ça a été sauvé? On a vidé au fur et à mesure pour compenser. Et on a réussi ce matin à sécher entièrement. Si on se dit, bah, on n'a pas monté au cas prévu, donc moralement, c'est... Il ne peut pas. Oui, ce qui est rare quand même. Hein. Bah, si on a besoin d'un coup de main... D'accord. Mais aujourd'hui, on ne fera rien. 40 cm d'eau sur le seuil de la boulangerie. Voilà. À l'intérieur, les machines ont souffert. Le four, l'eau n'a pas été dedans, mais au bas, oui. Il ne pourra pas faire cuire de pain de sitôt. Pour ce petit artisan, c'est un coup dur. Son seul espoir, être vite indemnisé par son assurance. Et son assureur, le voilà, 2 jours plus tard. C'est Christelle, la femme du boulanger, qui l'accueille. Le niveau d'eau qu'il y a eu. Ouais. Donc, 65 cm, c'est ça? Là, il y a 65 ici et 80 derrière. Et le fournil, 20 cm. Hervé et Christelle sont les premiers clients d'une journée qui s'annonce longue pour cet assureur. Bah oui, vous ne devez pas arrêter, vous, en ce moment. Ah bah en ce moment, oui. Moi, je suis plein perlé, en plus. Donc, nous, c'est le gros travail en ce moment. On est en une mauvaise période avec on va dire 70 dossiers à peu près. Bon, pas seulement des inondations, mais des intempéries en général qui ne nous gâtent pas depuis Noël. En plus de constater les dégâts,
Il s'agit surtout ce matin de déterminer combien de temps Hervé, Christelle et leurs 5 employés vont devoir stopper leur activité. Ça va être long. Je pense que là, on est parti pour un mois, sans doute un mois de fermeture. Il y a des chances. La zone de Lochrist devrait bénéficier de l'état de catastrophe naturelle. Dans ce cas, l'assureur devra rembourser 90% des pertes d'Hervé et de son manque à gagner. Retour dans les airs. L'hélicoptère de sauvetage vient de quitter Belle-Île-en-Mer. Ok, début de treuillage pour info dans 10 minutes. Le commandant Berthelot a reçu le feu vert du préfet maritime. Il s'apprête à élitreiller une équipe d'intervention sur le cargo en perdition. Je prends contact avec le bateau. Just Mariam, this is Maritime Rescue Helicopter. Oui, c'est le Just Mariam reply, over. We will winch my diver and 4 rescue people in about 10 minutes. Over. À bord de l'appareil, l'équipe d'intervention se prépare à être déposée sur le navire. Sa mission, sécuriser la mare reliant le cargo moldave à la baie. Malgré le retour du soleil, la houle et le vent sont toujours aussi forts. De quoi appréhender la descente, même pour les plus expérimentés. Les entraînements avec autant de mer, c'est assez rare, quoi. Surtout sur des gros bateaux comme ça. Ce plongeur est le premier à se lancer dans le vide. Une concentration extrême est nécessaire pour ce type d'opération. La descente est vertigineuse. Au moindre écart de l'hélicoptère, le plongeur peut entrer en collision avec la grue du cargo. Il se débat dans les airs pour atteindre la passerelle supérieure, d'à peine 2 mètres de large, sur un bateau soulevé par des vagues. Premier succès, le plongeur a posé le pied sur le navire. Sur la passerelle, l'équipage est sain et sauf. Le chef et les autres membres de l'équipe d'intervention sont à leur tour élitreillés sur le cargo. Suite enfin, la précieuse amarre de secours. L'hélicoptère laisse ses hommes travailler sur place et commence à s'éloigner. La mission du commandant Berthelot est terminée. Yeah bébé. Allez, c'est bon. L'opération d'élitreillage a duré 34 minutes et s'est déroulée sans accroc. Comme le vent est très fort, on ne peut pas s'orienter comme on voulait. Donc en fait, quand moi j'étais en stationnaire au-dessus du bateau, j'avais quasiment aucune référence. En fait, je voyais juste un petit morceau du bateau là, et faire dans la petite fenêtre qui est là au niveau de mon pied là. Voilà. Donc c'est des minutes intenses, on va dire qu'elles comptent double. Le périple du cargo moldave est loin d'être fini. L'abeille doit encore le remorquer jusqu'à Lorient. Le voyage va durer 15 heures. Le lendemain matin, à l'entrée du port de Lorient. C'est l'épilogue pour le cargo moldave. Ces hommes sont envoyés pour aller le chercher. Pour prendre les commandes du cargo remorqué, c'est Denis, le pilote de Lorient, qui va monter à bord. Une procédure obligatoire, il est le seul autorisé à faire rentrer les bateaux dans le port. Ah, ils sont là-bas. Au fond, voilà l'abeille Bourbon, le remorqueur, et le cargo. Denis se rapproche et grimpe sur le bateau moldave. Tu dans le sac, quoi.
crois que d'abord. Ouais, c'est bon, impeccable. Solidement amarré, désormais entre de bonnes mains, le cargo va bientôt rejoindre la Terre. Mission accomplie pour Denis le pilote. La catastrophe a été évitée. Salut, Hervé. Salut Didier. Ça va Louis? Bon. On est content d'avoir ramené le colis qu'on nous avait confié. On a un peu peur dans la passe là. Ouais. On aurait pu casser quoi. Non, bah c'est terminé pour toi Velvor. Merci beaucoup et puis bah à plus. Voilà l'équipage qui a été sauvé par l'abeille Bourbon et les hélicos. Pour des raisons légales liées aux douanes, ces marins étrangers ne peuvent pas descendre sur le port. Ils ne sont pas blessés, mais sonnés par leurs 36 heures de dérive dans la tempête. Comment ça va? Oui, maintenant ça va. Maintenant ça va. Et juste avant, là, comment ça allait? Avant, c'était une grosse tempête. Une très grosse tempête. Vous avez eu peur? Oui. Et vous, à ma place, vous n'auriez pas eu peur? J'imagine, oui. Grâce à Dieu, vous étiez là. Vive la France. Vive la France. Ces hommes sont sortis d'affaires. Le cauchemar est désormais derrière eux. Mais pour la Bretagne, pas de répit. Ce week-end encore, une nouvelle tempête s'est déchaînée sur ses côtes.